Place au parti pris, route. Pascal, vous restez autour de la table. Abnous Chelmadi nous rejoint pour son parti pris international. Mais c'est vous qui commencez route parce qu'il se passe ces derniers mois quelque chose de totalement inédit dans la politique française. Il y a encore quelques temps, le Rassemblement national et les patrons, c'était inimaginable de les voir ensemble. Et là, il y a un rapprochement, comme si la montée du RN dans les sondages incitait les patrons à les écouter, sauf que vous dites c'est quand même une drôle de danse. Alors d'ici la fin janvier, nous aurons rencontré la moitié du CAC 40 et nous en avons déjà vu le quart. C'est ce qu'affirme un conseiller proche de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Alors c'est une forme de tableau de chasse très valorisant à exhiber et qui est complètement incroyable parce que c'était une forteresse le CAC 40. Vous voyez, on a pris quelques exemples. C'est quand même les plus grosses entreprises françaises et donc c'était une forteresse absolument rétive et complètement impossible. En fait, elle se fissure par rapport au RN. Il y a aujourd'hui des portes d'entrée et des moyens pour le Rassemblement national d'y arriver et d'engager un dialogue. Alors, un quart, une moitié, etc. Franchement, c'est difficile de confirmer. Je vais pas vous dire, oui, alors je vous dis, il y a tant et tout, c'est pas possible. Moi, personne ne me le dit. Mais par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'en effet, il y a des rencontres et sous différents formats. Les conseillers de Marine Le Pen économiques qui sont très identifiés. Le député Jean-Philippe Tanguy chargé du programme économique. Jordan Bardella lui-même, ou par petits groupes ou en tête-à-tête, et Marine Le Pen. Vous voyez, il y a une forme, c'est sous plusieurs formes, et c'est pour ça que, effectivement, ça s'accumule. Et ces rencontres, elles sont pas tabous, alors, à l'exception du secteur bancaire. Où, pour le moment, c'est très difficile parce que, alors, peut-être que le secteur bancaire n'a pas envie de parler de financement, n'a pas envie de revenir sur la question du financement, mais j'y reviendrai parce que on est en France et ça n'est pas une question, le financement des partis politiques par les entreprises. En tout cas, il est très limité, évidemment. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on a entendu dire que les banques ne souhaitaient pas prêter de l'argent. C'est ce qui s'est passé. Alors, il y a eu deux moments clés dans cette histoire de drôle de danse. C'est en juin 2024, d'abord, évidemment. À l'issue des européennes, après la dissolution, le Rassemblement national semble en position de force. Et là, même Patrick Martin, le patron du MEDEF, rencontre Marine Le Pen. C'est la seule rencontre qu'il reconnaît officiellement. Le patron d'Airbus, Guillaume Faury, le rencontre Éric Trappier de Dassault, mais ils disent aussi qu'ils rencontrent d'autres gens, mais c'est la première fois qu'ils les rencontrent directement, parce qu'effectivement, ils se disent... Oui, parce que la question qu'on se pose, Ruth, c'est le RN qui a changé et qui devient un peu plus pro-business, entre guillemets, ou c'est les patrons qui ont changé d'attitude parce qu'ils voient que le RN devient l'un des favoris des prochaines élections. C'est une dialectique. En réalité, c'est une dialectique. C'est-à-dire que effectivement, les patrons, et par exemple ceux qui dépendent des commandes d'État dans le secteur militaire, dans d'autres... Ceux-là, ils se disent, si le RN arrive au pouvoir, il faut qu'on sache un peu comment on va gérer la situation. Mais du côté du RN, si on ne convainc pas les chefs d'entreprise les plus puissants, et globalement le monde de l'entreprise, on va avoir un blocage profond, parce que même si c'est pas pour l'arrivée au pouvoir, c'est ensuite pour le fonctionnement de l'économie. Mais si vous voulez, il y a eu donc ce temps d'accélération en 2024 et il y a eu un autre temps d'accélération, c'est en septembre dernier, quand il y a eu, de nouveau, on savait plus qui allait gouverner, s'il allait avoir une dissolution ou pas. Là encore, de nouveau, il y a des rencontres, il y a des discussions, et par exemple, la Tribune a expliqué que Jordan Bardella avait déjeuné avec Édouard Carmignac, le président d'un fonds d'investissement très important. On sait aussi, par un conseiller de Marine Le Pen, que Olivier Andrès, qui est le directeur général de Safran, a rencontré justement ses conseillers de Marine Le Pen récemment, de façon assez publique, enfin en tout cas dans des endroits où on peut les voir. Donc ça c'est intéressant au sens où il y a c'est relativement assumé. Et ça se passe autour de François Durvy, qui est un polytechnicien qui est devenu un proche conseiller de Marine Le Pen. Et les rendez-vous se passent aussi par petits groupes de chefs d'entreprise qui se rassemblent entre eux et qui rencontrent Jordan Bardella, par exemple. Au sein du MEDEF, je vous le disais, il y a une seule rencontre qui a été recensée et reconnue officiellement, c'est en juin 2024, mais je crois savoir qu'il y a des notes qui circulent de la part du MEDEF vers le RN pour dire attention là, voilà. Bon, et puis Jordan Bardella a été invité à leur université d'été de façon officielle aux côtés de tous les autres. Alors, il y a un
lieu qui reste résistant, mais simplement en apparence, c'est l'AFEP, l'association représentant les 110 plus grandes entreprises. Officiellement, aucun contact n'a été établi. En réalité, dès que vous dites ça à des gens de ces milieux patronaux et économiques, ils rigolent. Ils disent c'est pas vrai. En fait, on en parle dans les couloirs. Il y a des individus qui se rencontrent. Tout ça, c'est vrai qu'officiellement, il n'y a pas. Et par exemple, la présidente de la FEP, Patricia Barbizet, refuse une rencontre officielle. Mais ça n'empêche pas du tout qu'au contraire, il y ait des rencontres différemment. Et on dit même qu'il y a des patrons étrangers qui commencent à s'intéresser à ORN, des fonds d'investissement étrangers qui commencent à demander des rencontres, à demander. Bon. Alors, et selon l'opinion, et j'ai eu la confirmation, ce matin, le président de la Confédération des PME, Amir Razat Tofighi, avec son directoire, a rencontré lui aussi le duo des conseillers de Marine Le Pen, Ambroise de Rancourt, et le même François Durvy. Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit ? Il n'est pas du tout question d'exprimer une sympathie. Ça, c'est clair, c'est ce que tout le monde répète. Mais plutôt, et je veux citer précisément, en cas d'accession au pouvoir, mais en fait, ils veulent limiter la casse sur le plan fiscal et social. Et puis tenter d'influencer exactement, leur expliquer les erreurs qu'ils pourraient commettre, les erreurs à ne pas commettre. Parfois, il arrive d'être d'accord, par exemple, sur la surabondance des normes de l'Europe. Mais en revanche, ils s'inquiètent des chocs fiscaux ou des mesures sociales. Mais je veux tout de suite arrêter sur une forme de fantasme, c'est-à-dire on est en France, on n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont pas financer. C'est pas parce qu'elles rencontrent le RN qu'elles vont les financer, parce que le financement des partis politiques c'est plafonné à 7 500 €. Donc il faut aussi ne pas mettre, parce qu'il y a, ça part un peu dans tous les sens, et notamment à gauche, il y en a qui disent ça va être grâce au patron que le RN va arriver au pouvoir. Attention, c'est beaucoup plus compliqué et fonctionnellement ça n'est pas vrai. Mais ils expriment d'ailleurs tout ce même dilemme. La rencontre est nécessaire, mais même si elle n'est qu'un échange contradictoire, elle est aussi une forme de crédibilisation. Et cette crédibilisation, elle est aussi un facteur d'accélération. Donc en fait, c'est quelque chose qui tourne en rond. Alors, je voudrais vous parler aussi, mais c'est pas du tout du même ordre, c'est Thierry Breton, l'ancien commissaire européen. Lui, il a répondu aux sollicitations de Jean-Philippe Tanguy et il l'a rencontré, ils ont eu un déjeuner d'échange avec un collaborateur et il nous a précisé au téléphone, je rencontre toutes les personnalités politiques, Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, et si Jean-Luc Mélenchon me le demandait, je le ferais aussi. Et du coup, à ce moment-là, c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire il explique que le programme économique du RN défendre un projet d'économie de 20 milliards au lieu de 55 milliards, c'est pas sérieux. Et il dit très clairement, je veux pas jouer les Mario Draghi comme Giorgia Meloni. Je sais d'où je viens, je suis un Chiracien, c'est pas mon but. Et puis voilà. Alors il y en a qui ont cru voir et qui croient voir dans la ligne de Bardella une ligne pro-business très encourageante, mais je dois vous dire que depuis la séquence budgétaire, il y a une forme de refroidissement dans les tuyaux qui est quand même assez nette. Le RN qui adopte l'impôt sur la fortune improductive, la taxe sur les multinationales proposée par LFI, la surtaxe sur l'IS, la taxe sur les rachats d'actions. Ils ne votent même pas la taxe sur les petits colis venus de Chine. Quand même là, ça s'est un petit peu crispé. Et puis pour finir, tous quand même s'inquiètent sur une chose, et moi je peux vous dire que c'est répété par les conseillers de Marine Le Pen et ses proches, sur la réforme des retraites, il ne sera pas question de travailler plus longtemps. Et ça sera très difficile, ou peut-être impossible à bouger, au moins avant l'élection. Pascal ? Oui, il y a des patrons parmi ceux que vous avez montrés avec qui je discute aussi, c'est en sens inverse souvent que les choses se passent. Enfin, c'est ce qu'ils me disent en tout cas. Oui, ils sont sollicités. Ils rencontrent le Rassemblement national pour évangéliser le Rassemblement national. C'est pas pour recevoir leur programme. Absolument. C'est-à-dire qu'ils ne les prennent pas au sérieux. Ils ne prennent pas le programme économique du Rassemblement national, quel que soit le sérieux des personnes que vous avez évoquées, ils ne le prennent pas au sérieux. Et donc, l'idée, c'est de leur dire, attention, vous proposez ça aura tel effet, telle conséquence. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que les choses se font. Et d'ailleurs, tous vous disent off que le programme du Rassemblement national est inapplicable et que même une partie des dirigeants du Rassemblement national le sait et changerait probablement son fusil d'épaule si d'aventure ce parti devait accéder au pouvoir. Par exemple, la surtaxe sur l'IS, déjà, ils savent c'est très de bien temps très rapidement, c'est que ce débat m'impressionne un peu, c'est j'ai toujours encore l'impression qu'on est en train de parler du groupuscule que pouvait être le FN.
c'est-à-dire qu'il y avait quasiment pas de députés, voilà, le parti des aboyeurs qui justement était en marge. Là aujourd'hui, le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est le RN, et même en dehors de sondage, il y a quand même une possibilité d'arriver au pouvoir. Que des patrons rencontrent, enfin, moi, ça ne me choque absolument pas. Et on n'a pas encore eu de patron, j'ai envie de dire stérin peut-être, mais on n'a pas eu de patron, parce qu'on a quand même une culture en France de patrons, par contre, qui vont directement soutenir la gauche. Je veux dire, Mathieu Pigasse, pour ne citer que lui, qui est l'un des derniers, qui est ouvertement à gauche et ouvertement anti-RN. Donc c'est... Et je pense que toute cette manière de faire et de continuer à avoir le RN comme le FN, c'est continuer à nourrir le RN à la petite cuillère et être en décalage avec une réalité. Pascal, votre parti pris économique, attention, roulement de tambour, y aura-t-il encore des ordinateurs, des téléphones portables à Noël? La musique qui monte, c'est qu'il va y avoir une grande pénurie de puces. Oui. De puces parce que l'intelligence artificielle pourrait tout absorber. Alors, pour ce Noël 2025, là, ça ira. Moi, je m'interroge sur le Noël 2026, effectivement, et on annonce une assez forte inflation sur les prix des smartphones et des ordinateurs portables. C'est le résultat d'un frottement concurrentiel, le produit des mécanismes classiques de confrontation de l'offre et de la demande. Et le coût d'inflation, pour l'expliquer, il puise ses racines dans la concurrence que se livrent actuellement les fabricants d'infrastructures. C'est un métier à part, c'est les data centers, c'est le travail autour de l'intelligence artificielle, et les fabricants des dispositifs, des devices, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des smartphones et des ordinateurs. Les métaux précieux, les terres rares, que je vous ai présentés il y a une semaine, c'était le tableau de Mendeleïev, sont par définition rares et donc de plus en plus chers, mais indispensables pour ces deux industries. Alors, les vendeurs se tournent prioritairement vers ceux qui sont prêts à payer le plus cher et qui a les poches les plus profondes dans cette affaire. Ce sont les grands opérateurs, ceux qui développent les programmes d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des levées de fonds extrêmement abondantes et que pour ces entreprises-là, le fait d'avoir accès aux terres rares, aux métaux précieux est absolument central. Malgré tout, les fabricants de smartphones ne peuvent pas se passer de ces matériaux précieux. Deux petites choses à retenir. On va revenir à ce qu'on a montré là. Il y a deux choses essentielles dans vos téléphones portables. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais il y en a deux qui sont absolument essentielles et qui mobilisent ces ressources. Vous avez notamment ce qu'on appelle la mémoire vive, c'est la petite barrette RAM pour Random Access Memory. Et puis il y a un deuxième élément qui est le stockage. Alors ça s'appelle le disque SSD, c'est le stockage qui concentre les données. Ces deux éléments sont absolument essentiels. Ça détermine les fonctions principales de votre téléphone qui n'est plus un téléphone. Un téléphone, ça servait à téléphoner. Aujourd'hui, c'est un véritable dispositif d'accès à l'Internet, et ce sont donc ces deux éléments qui sont des concentrés de technologie. Ce que vous avez dans la poche, ce sont des bijoux technologiques. Il y a plus de technologie. Composantes dans un téléphone portable, il paraît que c'est plusieurs centaines. Ah oui, il y a plusieurs centaines. En tout cas, ce que je peux vous dire, je ne le sais pas exactement, mais c'est plusieurs centaines, c'est qu'il y a plus d'électronique embarquée dans votre téléphone portable qu'il y en avait sur Apollo 11. Qui est monté, qui a fait le tour de la Lune, qui s'est posé sur la Lune. Donc c'est vous dire que c'est important. Alors il y a aussi un effet de rationnement que la Chine impose sur ses ressources qui sont des ressources géologiques. Elle détient majoritairement les mines de terres rares et elle détient majoritairement aussi les unités de raffichage. Alors sur les RAM, les prix vont augmenter, il faut quand même que je vous donne des chiffres. 75% cette année, augmentation de 75% cette année. Les prix. Ah oui. Et on prévoit une augmentation de 5%, 5 à 7% en 2026. C'est 10 à 15% du coût de fabrication du portable. C'est la deuxième ligne. Et donc, ça aura les conséquences en bas d'écran. Plus 6 à plus 10% sur les prix de vos smartphones, plus 10 à 15% sur les prix des ordinateurs portables. L'inflation sera plus forte sur les produits entrée de gamme, parce qu'il y a très peu de marge sur ces produits, et donc naturellement l'augmentation du coût des composants produira de l'inflation sur le prix final, ou à défaut, deuxième solution, il y aura moins d'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire que c'est
portables seront moins forts, plus lents, avec moins de capacité de stockage. Sur un marché qui est un marché en croissance permanente, il y a 5,6 milliards d'individus qui ont un téléphone aujourd'hui, dont l'immense majorité détient un smartphone. Vous avez 75% des plus de 15 ans dans le monde qui utilisent un smartphone, et vous avez même un certain nombre de pays comme le Bangladesh. Je ne sais pas l'idée que vous faisiez du Bangladesh, où 77% de la population utilise Internet sur son smartphone. Donc c'est un mouvement d'ensemble qui va faire augmenter les prix. Moi, j'aurais tendance à vous recommander d'acheter des livres pour Noël, mais si vous pouvez acheter des livres plus un téléphone pour vos enfants, faites-le cette année. Bon. Est-ce que je peux, parce qu'il y a une réaction directe de Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui nous envoie un message pour dire qu'au sein de la FEP, il y a un débat et il est favorable à organiser une rencontre avec Jordan Bardella. Voilà. Et donc, vous êtes très écouté. Voilà, non mais c'est pour ça que j'interviens mais je m'excuse d'intervenir, mais je vous donne cette information. C'est une information très utile. Mais voilà, et c'est pas n'importe qui, Patrick. Il n'y a pas de risque de pénurie, Pascal. Alors, il y aura à un moment des pénuries sur certains produits. C'est très large, en fait, les métaux précieux, les terres rares. Pour dire les choses simplement, il y a des terres qui sont plus ou moins rares. Il y en a qui le sont véritablement. On les utilise en toute petite quantité. Ça peut paralyser, en effet, les chaînes de production. Mais dans tous les cas, comme la ressource pour le moment est limitée, qu'elle est captée par la Chine, qui rationne son raffinage également, oui, on peut s'attendre à des phénomènes de rareté, voire de pénurie, dans certains cas. Abnous, votre parti pris international, Babis, prend ses fonctions de Premier ministre en République tchèque. Et le camp populiste se renforce en Europe. Mais oui, Andrej Babiš va être le 3e populiste au pouvoir en Europe centrale et il va rejoindre le Hongrois Viktor Orban. D'ailleurs, qu'au pouvoir depuis 2010, figure tutélaire de l'illibéralisme assumé, et le Slovaque Robert Fico, qui lui est de retour au pouvoir, il a été plusieurs fois en octobre 2023, pro-russe décomplexé. En gros, si vous regardez, c'est le groupe de Visegrad qui était constitué par la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la République tchèque, créé en 91 comme espace de coopération post-communiste et qui a explosé avec l'agression russe en Ukraine, qui est reconstitué, moins évidemment la Pologne, qui demeure profondément anti-russe. Alors c'est intéressant parce que Babiš a fait le meilleur score d'un parti en République tchèque depuis 1993, c'est pas rien, mais il n'a pas la majorité absolue, donc il s'allie à 2 partis d'extrême droite, accrochez-vous, le SPD, Liberté Démocratie Directe, qui est un parti d'extrême droite ouvertement xénophobe, et là accrochez-vous vraiment, Motoristé, le parti des automobilistes, qui est une formation anti-écologique qui est obsédée par la défense de la voiture thermique, c'est leur seul programme. Alors ensemble, ils ont 108 sièges sur 200, donc ça ouvre la voie quand même à un euroscepticisme dur, mais le président tchèque, Petr Pavel, qui est un ancien général de l'OTAN, est ouvertement opposé à Babiš, et le Sénat est toujours dominé par les démocrates, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors le programme de Babiš, c'est pas compliqué, comme tous les populistes, ça tient sur 8 pages, c'est très facile à lire, et ça tient autour, c'est le démontage systématique des politiques européennes, donc annulation du pacte européen sur la migration, abandon du système d'échange de quotas carbone, car comme le répète le nouveau Premier ministre tchèque, le Green Deal est mort, il est ni réformable, ni améliorable, et réduction drastique de l'aide à l'Ukraine. Je précise. Réduction de l'aide à l'Ukraine. Drastique. Le terme est utilisé sur les 8 pages. Alors je précise, parce que évidemment la question se pose, c'est que Babiš n'est clairement ni pro-russe, ni idéologiquement pro-Poutine. Il était là, vraiment fermement condamné l'agression russe de l'Ukraine en 22, mais il est pragmatique et opportuniste. Et son idée, c'est que je ne veux pas sacrifier les intérêts économiques de la République tchèque avec les sanctions avec la Russie. Et il le répète, les sanctions coûtent plus cher à l'Europe qu'à la Russie. En résumé, il est ni pro-européen ni pro-Trump. Babiš, non, il est pro-Trump et pro lui-même. C'est pour le résumer, vraiment ouvertement pro lui-même, c'est toute sa campagne était tournée autour de lui et de Trump. C'était vraiment une espèce de numéro de duo sans Trump, mais il était là. Mais alors ce qui est intéressant, c'est c'est très impressionnant de voir comment Trump suscite aussi de l'adhésion en Europe. On a tendance à voir, nous, que l'Europe de l'Ouest très anti-Trump. Ah là, il y a vraiment une ligne de fracture. Mais d'ailleurs, que ce soit Babiš, Orban et Fico, les 3 ne jurent
que par Trump. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il ne mesure pas à quel point Trump, qui est si versatile et qui change d'avis, qui est surtout transactionnel, qui peut changer d'avis, imaginons il obtient un accord avec Poutine sur l'Ukraine et que la question est réglée, je ne sais pas si ces trois copains d'Europe centrale l'intéresseront encore. Mais par contre, d'un autre côté, le fait que ces trois dirigeants européens soutiennent Trump, il légitime la pensée trumpiste sur le sol européen. Donc la grande question, c'est à quel point c'est un danger pour l'Europe. Alors c'est ça, c'est qu'ils vont faire... Alors, ce qu'ils font, c'est la méthode Orban, c'est saboter systématiquement par le blocage les décisions de l'Union européenne. Donc, à peu près le programme que je viens de vous énumérer de Babiš, bloquer la sanction contre la Russie, les aides militaires à l'Ukraine, le pacte migratoire, le Green Deal, l'élargissement de l'UE aux Balkans. Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Une paralysie de l'Union européenne. Donc, en gros, le marché commun va rester là, ce qui les arrange, parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention de sortir de l'Union européenne, ils en ont trop besoin. Mais par contre, ça va être une coquille vide politique. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les trois jouent d'une hypocrisie pragmatique. C'est qu'ils ne peuvent pas surveiller sans l'UE. Je vais donner un exemple tout simple. C'est Orban qui passe son temps à comparer l'UE à l'Union soviétique. Lui, on pense qu'il mise idéologiquement sur Poutine, mais économiquement sur la Chine. Il faut savoir que la Chine, 40% des investissements chinois en Europe, c'est en Hongrie. Et en contrepartie, Orban bloque, quand c'est possible, toutes les politiques anti-chinoises en Europe. Mais pour pouvoir bénéficier de ces 40% d'investissements chinois dans son pays, il a besoin du marché unique européen. Vous voyez, donc il est complètement coincé dans lui. Donc ils ont toujours des grands discours, mais ils en auront besoin. Et j'ai trouvé une interview très intéressante du politologue Ivan Krastev dans l'Express du 6 novembre 2025, où il dit: le danger n'est pas la mort de l'UE, mais sa transformation en coquille vide. Voilà ce qu'il dit. L'Europe est poussée à adopter une identité de type barricade, car tous les autres pays ont pris cette direction, mais ce n'est pas facile à faire, car ce n'est pas son ADN. Et là, c'est intéressant, et il rajoute que Babiš, Orban et Fico incarnent cette Europe barricade, fermée, autoritaire, alignée sur Trump et Poutine. Ils ne tueront pas l'UE, ils la transformeront en forteresse illibérale. Parce qu'à partir du moment où ils bloquent, qu'est-ce qui va rester de l'Europe qui a été construit sur l'ouverture? Donc c'est intéressant, donc il y a danger, mais en même temps, j'allais dire, ils ne sont que trois et ils ont besoin de l'économie européenne. Donc je sais pas. Ayons une vision, proposons un avenir, faisons un joli numéro de claquette contre Trump, je ne sais pas. Ça gagne, en tout cas ça gagne. Ça c'est clair. C'est pour ça que la question de Marine Le Pen ou du Rassemblement National, éventuellement au pouvoir en France sur un paysage européen, ou l'AFD en Allemagne, tout le monde arrive en même temps, est très important. Même Mélanie, qui s'entend très bien avec Orban et avec Trump en Europe de l'Ouest. Et avec tous les autres aussi. Ça c'est la spécificité Mélanie, elle s'entend bien avec tout le monde. Un jour il faudra s'interroger sur la manière dont on a laisser libre champ à tous ces partis, quoi qu'on en pense. Merci à vous trois pour ces partis pris.